J'espère que vous allez bien, vraiment. Alors, revenons à ce qui s'est passé hier, le 1er février 2026. Abd a fait une grande cérémonie pour le train Red Barchar. Et là, je vous le dis tout de suite, énormément d'Algériennes et d'Algériens sont passés à côté du vrai message. Parce que non, non et non. Ce qu'on a inauguré hier, ce n'est pas l'exploitation de la mine de Erbilay. Et ce n'est pas non plus le démarrage du grand complexe industriel dont on nous parle depuis des années. Ce qui a été lancé, c'est le rail, tout simplement. Le début officiel de la ligne ferroviaire qui relie Erbilay à Béchar, sur environ 950 km, comme on l'avait déjà expliqué dans notre première émission. C'est ça l'événement. Un train, une infrastructure, un ruban coupé, une image forte. Mais attention à ne pas confondre l'emballage avec le contenu. Et rappelons le contexte. Erbilay, sur le papier, ce n'est pas nouveau. Son lancement officiel remonte au 30 juillet 2022. L'objectif affiché est clair. Produire du minerai de fer. Sauf que voilà, le calendrier est une chose, la réalité en est une autre. Et pour l'instant, le projet n'est toujours pas pleinement opérationnel. Pas à 100%. On est encore loin du compte. Et là, nous allons nous intéresser, dans cette émission, aux mauvais calculs, aux faux calculs ou aux calculs mensongers sur lesquels les autorités algériennes se sont basées pour lancer ce projet de Erbilay. Ce que l'on a vu hier, c'était le train. Un beau train, une belle réalisation. On l'a expliqué dans la première émission. Des ouvrages d'art, de nouvelles locomotives, des passagers qui pourront donc traverser le désert pour rejoindre Béchar et Tindouf. C'est une belle aventure, sur le plan industriel, sur le plan logistique. Personne ne pourra dire le contraire. 950 km de train en plein désert. C'est impressionnant. Cela force le respect. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que ce train sera utile pour le développement du pays? Est-ce qu'il va contribuer à des créations d'emplois, à la création de richesses, à stimuler, à encourager ou à alimenter la croissance économique du pays? C'est cela la question fondamentale. Parce que je peux vous construire un beau palais en plein milieu de la mer, mais est-ce que ce palais sera utile pour le développement du pays ou pour l'intérêt général du pays, notamment pour les intérêts économiques, à savoir créer des emplois, générer de la croissance, attirer de nouvelles exportations, diversifier les revenus du pays? C'est là que la question doit se poser, c'est là que le débat se situe au niveau de RB. Le train qui a été inauguré hier doit, donc il faut le savoir, circuler sur une ligne de chemin de fer qui, encore une fois, est destinée aux trains minéraliers. Ce n'est pas une ligne consacrée au transport des voyageurs. Il n'y aura que 2 trains de voyageurs par jour. Pour une raison simple, Tindouf est une région qui n'est pas peu peuplée. La population de Tindouf et de Béchar ne dépasse pas les 500 000 habitants. Donc, il n'y a pas de besoin de transport important sur les 7 gares, ou les 7 trajets, ou les 7 arrêts de cette ligne de train. Il n'y aura pas beaucoup de passagers. Ce n'est pas la priorité. La priorité, ce sont les trains minéraliers pour transporter le minerai de Gara Djebilet. Il y aura 24 trains par jour, selon l'objectif fixé, qui circuleront dans les 2 sens sur cette ligne, avec des trains de marchandises capables d'atteindre une vitesse
de 80 km/h. C'est une performance, parce que les trains de minerai de fer transportent des charges lourdes, des charges assez importantes, etc. On ne va pas transporter des voyageurs. On va transporter du minerai de fer et des équipements industriels. Tout ce qui est en relation avec l'extraction du fer à Gara Jebile. Donc, ce n'est pas un objet, c'est un projet industriel. Ce n'est pas un projet de service public pour le transport des voyageurs. Le service public, on peut ne pas lui demander des critères de rentabilité. On peut ne pas polémiquer. On peut ne pas exiger qu'il soit rentable. La ligne Alger-Oran n'est pas rentable. Ce n'est pas grave, c'est du transport public. Parce qu'il n'y a pas que la rentabilité à l'échelle de la gestion d'un pays. Il faut que les malades puissent aller aux hôpitaux. Il faut que les Algériens et les Algériennes puissent rejoindre leur famille. Il y a d'autres considérations que les seules considérations économiques dans un pays. Donc, dans un projet de transport, dans tous les pays du monde, en France par exemple, quand on établit de grands projets de trains, etc., la priorité n'est pas toujours accordée à la rentabilité. La priorité est donnée au confort de la population, au bien-être de la population et à la liberté de mouvement de la population. Dans ce cas-là, pour ce train-là, ces enjeux sont mineurs. Béchar, c'est quoi ? 200 000 habitants et quelques, ce n'est pas énorme. Tindouf, la ville de Tindouf, c'est 60 000 habitants. Ce n'est pas énorme. À tout casser, c'est 70 000. Ce ne sont pas des régions très peuplées. Ce ne sont pas les régions les plus peuplées du pays. Donc, l'enjeu pour le transport de la population est quasiment insignifiant. Il est vraiment quasiment insignifiant. 400 000 habitants et quelques. Tindouf, c'est dans les 200 000, même pas 200 000 habitants, sauf si l'on comptabilise les réfugiés de la région de Tindouf et l'ensemble des militaires. Oui, on aura dans les 400 000 habitants. En tout cas, si l'on enlève les militaires qui ont normalement leur mode de transport, etc. Je vois mal les militaires prendre le train jusqu'à Béchar pour aller vers le nord du pays, alors que les dessertes aériennes entre l'aéroport militaire de Boufarik et les infrastructures militaires de Tindouf existent. Je ne vois pas comment ces militaires vont exploiter, vont utiliser ce train régulièrement, pour vous dire la vérité. Donc la population qui va pouvoir utiliser ce train ne dépassera pas les 500 000 habitants à tout casser. Mais bon, le train, c'est pour un projet industriel. Donc quand on parle d'un projet industriel, là, on est obligé de parler de la rentabilité. Ce train, sa rentabilité, son futur, dépendront de la rentabilité et du futur de Erbilay. Le projet est entré en vigueur officiellement en juillet 2022, sauf qu'il ne produit pas les résultats attendus. Il n'est pas en train de concrétiser à 100% les objectifs qui ont été fixés. Il faut savoir que Erbilay est un projet en plusieurs phases et que, c'est cela que les autorités algériennes ne disent pas à l'opinion publique algérienne, il ne sera opérationnel à 100% qu'en 2040. La première phase, de 2024 à 2026,
est censé produire entre 2 et 4 millions de tonnes de fer, ce qui est très peu, ce qui représente une production très faible. Entre 2022 et 2024, nous n'avons jamais produit 2 millions de tonnes. C'était les premières phases de production, on était autour de 20 000 tonnes. On est censé avoir atteint les 500 000 tonnes de production pour tester les équipements et l'exploitation de cette mine depuis 2024. Mais là, on va entrer dans les 2 millions de tonnes à partir de cette année. On est censé atteindre les 4 millions de tonnes. On n'a aucune certitude que l'on va produire 4 millions de tonnes de fer. Pour le moment, il n'y a aucun chiffre. On sait qu'Abdelmadjid Tebboune, on lui a menti. On lui a dit qu'en 2025, on avait produit 2 millions de tonnes, ce qui était complètement faux. C'est pour cela que le président directeur général de la plus importante entreprise publique en charge de l'exportation de herbilets, le groupe Sonarem, a été dégagé de son poste. Lui voulait démissionner. On l'a empêché de démissionner. On lui a dit qu'il était remplacé, etc. parce qu'il y a un problème au niveau de la transparence dans la gestion. Il n'y a aucune transparence dans la gestion de herbilets. Personne n'explique aux Algériens et aux Algériennes que ce projet ne sera réellement opérationnel à 100% qu'en 2040. Parce que pour atteindre entre 40 et 50 millions de tonnes de production, d'ici 2030 ou 2032, l'objectif est d'atteindre 20 millions de tonnes. Et l'objectif définitif est d'atteindre 50 millions de tonnes en 2040. Donc on est très loin. C'est un projet à très long terme. Quand on parle d'un projet industriel à très long terme, on est obligé de se demander s'il sera rentable. Le gouvernement algérien, le régime, dit aux Algériens et aux Algériennes que ce sera un projet qui va révolutionner l'industrie du pays. Pourquoi? Parce qu'il a basé ses calculs sur des considérations et sur des chiffres qui n'ont jamais été partagés en public et qui sont, malheureusement, je le dis et je le répète, faux ou inexacts. En tout cas, infondés. C'est quoi les chiffres? Le problème, c'est quoi? De quoi s'agit-il? C'est quoi ces chiffres-là? Gara Djebile a un problème. Tout le monde sait que ce sont des réserves très importantes. C'est plus de 3 milliards de tonnes de fer, etc. Cela, on le sait. C'est une évidence. On l'a déjà dit. C'est la 3e plus importante réserve de fer à travers le monde. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un problème. Le fer de Gara Djebilet n'est pas un fer normal, contrairement aux mines de fer de Wenza et de la wilaya de Tébessa. Ce fer est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. La teneur moyenne en phosphore de Gara Djebilet est de 0,8%. Pour le commun des mortels, ce chiffre peut paraître faible, voire insignifiant. Or, c'est un problème. Dans l'industrie de la sidérurgie, c'est un gros problème. Parce que pour transformer le minerai de fer en acier, pour que cet acier soit conforme aux normes industrielles et aux besoins industriels, pour qu'il puisse être commercialisé, il faut que le taux de phosphore ne dépasse pas 0,05%. Donc, herbilé est à 0,8%. Dans certains cas, dans certaines zones de herbilé, des études ont été menées où le taux de phosphore dépasse 1,3
ou 1,5%. Donc le problème de Garagébile, c'est qu'il soulève le défi de la déphosphoration. Ce que l'on appelle la déphosphoration, c'est que, contrairement aux minerais de fer de Wenza ou des autres mines de la wilaya de Tébessa, il faudra nettoyer, purifier ce fer. Et tout le problème est là. Pourquoi l'État algérien n'a-t-il jamais exploité ce fer-là ? Parce qu'il faut beaucoup d'argent, non seulement pour le transporter, pour l'acheminer depuis l'extrême sud-ouest jusqu'au nord du pays, où se trouvent les centres de production, mais aussi parce qu'il a un coût élevé pour sa purification, pour son nettoyage. Et des années 70 jusqu'au début des années 2000, les technologies existantes d'exploitation du fer ne permettaient pas de nettoyer efficacement et avec un coût maîtrisable un minerai de fer avec un taux de phosphore aussi élevé. Là, les Chinois sont intervenus. Ils ont beaucoup innové dans le domaine. Il y a des entreprises chinoises, dont nous allons parler tout à l'heure, qui ont un savoir-faire, qui disposent des compétences nécessaires. Nous avons la capacité de purifier ce fer. Sauf que cela a un coût. Et ce coût est estimé entre 1,5 milliard de dollars et plus de 2 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi l'État algérien pense-t-il qu'avec un consortium chinois, on peut nettoyer ce fer, enlever le phosphore, le commercialiser et gagner de l'argent ? Il faut savoir, avant de parler des chiffres, qu'il existe des méthodes qu'il faut utiliser pour nettoyer le fer de Garagébile. Il y a ce que l'on appelle le traitement thermique. Le minerai doit d'abord être chauffé à haute température pour modifier sa structure. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la dissolution chimique. Il faut utiliser des réacteurs et des réactifs chimiques pour laver le minerai et dissoudre le phosphore sans perdre le fer. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la concentration. Le minerai de fer doit être enrichi à plus de 60% de fer. Le minerai ressort enrichi à plus de 60% de fer, avec un taux de phosphore réduit aux normes internationales. Par la suite, il y a le recyclage, qui est un point crucial pour le coût. La capacité de l'usine à recycler les produits chimiques qui ont été utilisés est essentielle pour ne pas en acheter constamment d'autres, parce que ces réactifs chimiques coûtent de l'argent. C'est pour cela que la phase de déphosphoration du minerai de fer de Erbilé pourrait nous coûter entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars par an. C'est un investissement initial important. Ensuite, le coût annuel dépendra de ce que va nous rapporter le minerai de Garagébile et de notre capacité à recycler les produits chimiques et les réactifs que nous allons utiliser pour purifier le minerai de Erbilé. Donc pour le gouvernement algérien, c'est une opération rentable parce qu'il s'est appuyé sur les chiffres suivants. L'avantage de Erbilé, c'est que le coût de l'extraction n'est pas cher. Erbilé, c'est une mine à ciel ouvert. Avec 5 $ par tonne, on peut avoir du minerai de fer. C'est le coût de l'extraction. On doit dépenser 5 $ par tonne, ce qui est très faible effectivement. Et c'est beaucoup plus faible que par exemple à Wenza ou dans d'autres mines de fer de la wilaya de Tébessa, où il faudra compter le double, si ce n'est plus, de 15 $. Parce que le fer, aujourd'hui, les réserves se sont épuisées. Il faudra creuser davantage et mobiliser beaucoup d'engins. Mobiliser et faire beaucoup de travaux d'exploration et d'exploitation pour extraire le fer.
À Garadjébile, nous n'avons pas ce problème. Avec 5 $ par tonne, on peut extraire le minerai de fer. C'est une mine à ciel ouvert. Elle est vierge. Elle n'a jamais été exploitée. Donc, dès les premières années, le coût d'extraction sera faible. Le gouvernement algérien a établi le coût de la déphosphoration entre 15 et 20 $ par tonne. Pour le transport, il faudra rajouter quelques dollars. Au total, le gouvernement algérien estime, selon ses recherches, que le coût total par tonne sera autour de 40 $ et, dans le pire scénario, 50 $ par tonne. Je résume. 5 $ pour l'extraction, 15 $ pour la déphosphoration, 8 $ par tonne pour le transport grâce au transport ferroviaire, le train que nous avons vu hier, qui a été inauguré, qui a été lancé, pardon. Et vous avez l'eau, le dessalement, parce que pour extraire ce fer, etc., le gouvernement algérien prétend qu'avec 10 $ par tonne, il peut financer le coût du gaz, de l'électricité et de l'eau qui seront nécessaires pour le fonctionnement de la mine et pour le processus d'exploitation de Erbilé. Donc au total, le gouvernement estime qu'avec 40 $, entre 38 et 40 $ la tonne, on peut produire du fer de Garadjébile et, dans le pire scénario, ce sera 50 $. Pour le gouvernement, pour le régime, quand Tebboune voit ces chiffres, il se dit que c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le minerai de fer sur le marché mondial est entre 100 et 120 $. Donc, selon les études menées par le gouvernement, par le régime algérien, on est gagnant. Cela signifie que le fer algérien est 50% moins cher par rapport aux prix mondiaux du fer. Donc l'Algérie va devenir ce que certains spécialistes appellent peut-être le Qatar du fer, c'est-à-dire un pays riche avec un coût très faible de production de fer. On pourrait l'exporter, on pourrait gagner 50% de plus. C'est-à-dire que s'il me coûte 40 $, 50 $ maximum, je vais le vendre sur le marché mondial entre 100 et 120 $. Je suis gagnant. Sauf que ces chiffres-là sont malheureusement faux. Ils ne sont pas exacts, parce qu'en réalité, la déphosphoration ne va pas coûter 15 $ la tonne. Et c'est pour cela que Tebboune a été induit en erreur, parce qu'on lui a présenté uniquement le scénario optimiste. On ne lui a pas présenté le véritable scénario, qui est le scénario réaliste. Le scénario réaliste, c'est que le coût opérationnel direct de la déphosphoration à 15 $ n'est pas du tout garanti. C'est une estimation très optimiste, je dirais même irréaliste. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a une complexité chimique. La déphosphoration va coûter beaucoup plus cher que 15 $. Le coût réel ne peut pas être inférieur à 35, voire 40 $ la tonne. Pourquoi? D'abord, le phosphore de Garadjébile n'est pas simplement posé sur le fer. Il est lié à la structure minéralogique du fer. Cela veut dire que le phosphore est profondément ancré dans le minerai. Du coup, pour s'en débarrasser, un simple lavage ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un grillage magnétisant. Il faut utiliser des méthodes de lavage complexes, qui ne sont pas simplistes, comme le pense Abdelmadjid Tebboune, comme l'a calculé
le régime algérien. On parle de lixiviation acide ou de grillage magnétisant. Ce sont des méthodes complexes dont les partenaires chinois maîtrisent le processus, sauf que le coût sera élevé. Il ne sera pas de 15 $ la tonne, il sera au minimum de 35 voire 40 $ la tonne. Pourquoi? Parce que le minerai nécessite des réactifs chimiques qu'il faut importer, une consommation thermique, une consommation d'énergie, d'électricité et d'eau pour le grillage. Le traitement peut donc grimper de 35 à 40 $ la tonne. Les réactifs chimiques doivent être importés avec un dinar faible, une dégringolade de la valeur du dinar et ces réactifs peuvent coûter plus cher sur le marché mondial. Si la demande augmente, les prix vont augmenter et nous ne maîtrisons pas leur production. Il faudra les importer essentiellement de Chine. Et vous avez le coût de l'eau en plein désert, le coût du gaz, ce qui fait que pour traiter 1 tonne de minerai de fer, il faut entre 2 et 5 millions de mètres cubes d'eau. Ce n'est quand même pas rien. Donc s'il faut traiter 2 millions de tonnes de fer, il faudra au minimum, cela peut atteindre 10 millions de mètres cubes d'eau. Il n'y a pas d'eau. À Tindouf, l'eau est profonde, sombre, salée, rare. Le coût du pompage sera élevé. Le dessalement sera coûteux. Et le traitement des déchets liquides sera nécessaire pour ne pas polluer. Parce que les réactifs chimiques que l'on doit utiliser pour purifier, pour nettoyer, pour laver le minerai de fer de Erbilé peuvent polluer les nappes phréatiques. Cela peut créer des dégâts environnementaux. Donc, pour le recyclage de l'eau, il faudra trouver un moyen de la recycler. Et il faudra investir pour recycler les réactifs chimiques. Il est donc impossible qu'avec 15 $ la tonne, on puisse enlever le phosphore ou déphosphorer le minerai de fer de Erbilé. C'est impossible. Les calculs qui ont été faits, qui ont été présentés à Tebboune, sont faux. C'est pour cela qu'il y a un mythe, un fantasme. La déphosphoration du minerai de fer de Erbilé ne peut pas coûter moins de 35 à 40 $. Et l'eau à Tindouf. Il faudra donc ramener de l'eau depuis Adrar, le fameux transfert d'eau de la région d'Adrar jusqu'à Adrar Timimoun, jusqu'à Tindouf, qui pourrait coûter jusqu'à plus de 4 milliards de $, voire même 5 milliards de $, parce qu'il faudra parcourir 1300 km et installer un pipeline pour transporter de l'eau. L'eau est rare et c'est une ressource épuisable avec les effets du réchauffement climatique. C'est une problématique majeure. Donc, cela va nous coûter énormément d'argent. En réalité, le véritable coût de production du minerai de fer de Erbilé sera au-delà de 80 $. Si, sur le marché mondial, le prix est de 100 $ et que le coût est entre 80 et 90 $, on aura une marge de 10 $. C'est très faible pour des investissements aussi lourds. Donc, réellement, on ne va pas pouvoir rentabiliser ce minerai de fer. Si l'on exporte le minerai de fer tel quel, il faudra attendre plus de 10-15 ans pour le rentabiliser. Et dans 10-15 ans, le monde risque de changer. D'ailleurs, on ne sait même pas si l'acier sera la matière première du futur pour la construction de logements. Et cela, c'est une émission que l'on fera plus tard pour montrer que les investissements de l'État
seront menacés par les mutations technologiques à venir. Mais déjà, nous ne sommes pas rentables. Si le prix de l'acier chute sur le marché mondial, pourquoi risquait-il de chuter? Parce que la Chine représente 50% de la consommation d'acier sur le marché mondial. Donc, si la demande chinoise baisse, les prix pourraient baisser. J'ai parlé d'acier, pas du minerai de fer, parce que le minerai de fer devra ensuite être transformé en acier avant d'être exporté par l'Algérie. Alors, que dit le gouvernement? Il dit que ce n'est pas grave si les prix du minerai de fer baissent sur le marché mondial. Pas de panique, nous n'allons pas l'exporter brut, nous allons le transformer en acier. Nous allons apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire fabriquer du rond à béton, des rails, de la tôle, etc. pour pouvoir l'exporter. Mais, là encore, le processus de transformation a un coût. Il faudra investir dans des projets, il faudra investir dans des infrastructures, comme c'est le cas à Béchar, avec une grande usine de transformation du fer en acier qui va coûter plus d'1 milliard de dollars et qui est censé être terminé en 2026. On va le voir. Donc, ce sera un coût supplémentaire. Est-ce que par la suite, on aura la capacité d'exporter beaucoup? Pour exporter beaucoup, il faudra produire beaucoup de minerais de fer. Or, pour produire beaucoup de minerais de fer de Erbilé, il faudra donc dépenser beaucoup pour le nettoyer, le laver, le purifier, pour le transporter, pour le transformer en acier, puis l'exporter. Les coûts seront élevés. Les coûts seront élevés. C'est pour cela que la rentabilité de ce projet est problématique. Elle est tout simplement problématique. Elle est quasi incertaine. Encore une fois, en ce qui concerne les consommations d'eau et de gaz, Erbilé va, dès sa phase de lancement, consommer l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants en termes de gaz et d'eau. Quand le projet sera pleinement opérationnel en 2040, il risque de consommer la moitié de la consommation d'eau et de gaz d'un pays. C'est Erbilé. En termes de consommation d'eau et de gaz, cela pourrait être l'équivalent de la consommation d'un pays de taille moyenne. Et cela a un coût. L'eau coûte. Le gaz coûte. Au lieu d'exporter ce gaz à l'étranger, on va le consacrer à Erbilé. Donc on va perdre des recettes en devises pour ensuite vendre un acier dont on ne sait même pas, dont on n'a aucune certitude que les prix seront élevés, que les prix pourraient chuter et que la demande mondiale pourrait baisser, puisque les mutations climatiques et les mutations technologiques transforment le monde. Le monde de 2040 risque d'être complètement différent. Regardez l'exemple des véhicules. Les véhicules diesel, avant 2019, représentaient un marché totalement différent d'aujourd'hui. En 2026, ce sont les véhicules électriques et les véhicules hybrides qui dominent. Donc les pays qui ont investi dans les véhicules thermiques sont en train de perdre de l'argent. C'est la même chose. On est en train d'investir dans l'acier, mais le projet atteindra son niveau de maturité intégrale en 2040. Or, en 2040, selon les études et les projections, l'acier risque de ne plus être autant utilisé. Il y aura d'autres matériaux. Donc on n'est même pas sûr que l'on pourra vendre cet acier, ni même le consommer localement. Si on ne peut pas l'exporter, il n'y aura pas de recettes en devises. Donc ce projet
ne sera jamais rentable. Les calculs sur lesquels se sont basées les autorités algériennes ont été infondés, sont infondés, ont été manipulés ou relativisés pour donner l'impression qu'il s'agit d'un projet révolutionnaire, important et stratégique pour le pays. Or, en réalité, les calculs sont faux. Ce projet sera très coûteux, tellement coûteux qu'avec l'argent dépensé pour Air Billet, on aurait pu lancer des projets beaucoup plus importants qui nous auraient permis de gagner davantage d'argent et d'obtenir des retours sur investissement beaucoup plus rapides. Et je donnerai un exemple concret dans la prochaine émission.